Bonjour, bienvenue sur Le Son de Victoire, le podcast des réussites professionnelles au féminin. Nous vous proposons d'écouter des témoignages de femmes que nous considérons être des rôles modèles par leur trajectoire professionnelle et par leur comportement au travail. Ces femmes nous semblent à la fois inspirantes et accessibles. Dans certains épisodes, ce sont des spécialistes du travail au féminin qui viennent partager leur expertise et leurs convictions. Nous sommes convaincus que vous trouverez dans leur partage d'expériences des clés pour développer votre propre parcours professionnel. Je suis Perrine Corvézier, avec ma complice Amélie Dague, que vous entendrez sur d'autres épisodes. Nous avons fondé Human Learning Expedition ou HLX. HLX est le cabinet de conseil et de coaching qui accompagne les réussites professionnelles, individuelles et collectives en cultivant les comportements qui mènent au succès. Place maintenant à l'invité de cet épisode. Moi, j'ai vu trop de gens attendre de peur que. Je pense que si une entreprise n'est pas capable de comprendre qu'on peut émettre des souhaits, bon, à ce moment-là, c'est peut-être pas la bonne entreprise. Je pense que c'est important d'exprimer ses envies. Et c'est important aussi d'entendre que, c'est pas parce qu'on exprime une envie maintenant que forcément elle va se réaliser, et il faut aussi attendre que ça soit le bon moment, et il faut s'y préparer. Mais bien sûr, c'est important de le demander, de l'exprimer, et puis de pousser la porte un petit peu. Si on n'a pas confiance en nous-mêmes, on peut pas s'attendre à ce que les autres aient confiance. Son parcours n'est pas le fruit du hasard. C'est rarement le cas d'ailleurs. Avec Sophie Striffling, notre invitée, vous comprendrez qu'elle a su formuler ses attentes et construire son parcours professionnel en le couplant avec son projet de famille. Cela l'a conduit à travailler pour 3 maisons de luxe et à vivre 2 expatriations en Asie. Cette maman énergique de 3 enfants nous a confié que son mari était son meilleur allié. Et comme l'ont dit plusieurs autres invités du podcast Le Son de Victoire, j'aurais envie d'ajouter que Sophie est également sa propre meilleure alliée. Vous l'entendrez exprimer sa curiosité, sa persévérance et son audace, analyser les erreurs commises et les codes du savoir-être politique en entreprise. Et tout cela avec authenticité, humilité et recul. Sophie place clairement l'humain au centre de ce qu'elle fait, et elle le fait avec passion. Nous avons parlé de gestion de sa hiérarchie, de changement de maison et de code, de s'appuyer sur les équipes et leurs talents, des managers qui sont si bons qu'ils savent se rendre non indispensables, et bien d'autres sujets. D'ailleurs, Sophie a également partagé sa vision de la femme qui travaille dans différents pays qu'elle connaît bien, ainsi qu'en France. Alors, avec cet épisode, vous allez voyager, avoir envie d'oser et de parfois sortir de votre zone de confort. Ça vaut le coup. Ah oui, je dois vous dire que lors de cet entretien, qui s'est déroulé dans les bureaux de Sophie, nous n'étions pas 2, mais 3. 3 à être enregistrés. Oui, vous entendrez parfois au cours de cet épisode le monsieur qui faisait des travaux dans le bureau voisin. Bonne écoute! Bonjour Sophie. Bonjour Perrine. Merci de me recevoir ce matin dans votre bureau. C'est rare et c'est sympa de pouvoir se voir. Je voulais vous ramener en dehors du bureau et dans votre enfance. Et je voulais savoir si vous aviez déjà, enfant, un projet professionnel ou une envie professionnelle. Alors non, je pense que comme beaucoup de petites filles, j'ai rêvé de plein de choses évidemment, comme tout enfant. J'ai voulu être journaliste, j'ai voulu être archéologue, j'ai voulu être plein de choses. Donc j'avais pas vraiment de projet professionnel, mais ce qui est rigolo, c'est que il y a quelques mois, j'ai déménagé la maison de mon enfance, puisque mes parents ont déménagé, et je suis retombée sur des jeux que j'avais gardés, et en l'occurrence un cahier dans lequel je notais, c'était un espèce de cahier de compte. À l'époque, je jouais à être une gérante, alternativement soit de boutique d'agence de voyage, soit de boutique de vêtements. Et j'ai retrouvé ce cahier de compte où je notais tout, chaque transaction, le nom de la cliente, ce qu'elle avait acheté, les retours que je faisais. Et je me suis dit rétrospectivement que je devais avoir cette fibre du retail, de la connexion client, mais aussi du business quelque part en moi très très tôt. C'est drôle. Et aujourd'hui, je vous ramène dans une salle de réunion avec plein de gens que vous ne connaissez pas. C'est une réunion professionnelle. C'est à votre tour de vous présenter. Qu'est-ce que vous dites ?
Je me présente tout simplement par mon titre. Bonjour, je suis Sophie Strifling, Managing Director pour Chloé sur la région Europe et Middle East, tout simplement. Vous le dites en anglais ? Ce titre-là n'existe qu'en anglais ? Alors, il se trouve que chez nous, effectivement, il est en anglais. En français, on dirait directrice générale, mais c'est vrai que ça prend une autre tournure en français. Donc, oui, chez nous, on le dit en anglais. D'accord, ok. En quoi consiste votre quotidien aujourd'hui ? Alors j'imagine que tous les jours sont différents, mais quel est votre rôle ? Mon rôle, c'est d'établir la stratégie commerciale pour la Maison Chloé sur la totalité du périmètre Europe et Middle East. Donc c'est un périmètre assez large, hein. Ça couvre du Portugal à la Russie, en passant par Dubaï et la Turquie. Voilà. Pour notre réseau en propre, donc de boutiques, ce qu'on appelle retail, et le réseau wholesale, donc notre réseau de partenaires de distributeurs. Donc c'est vraiment décider de où est-ce qu'on va vendre les produits Chloé, avec quel partenaire ou dans quelle boutique, quelle est la stratégie d'assortiment, quelle est la stratégie de communication, et puis piloter tout ça pour qu'à la fois il y ait un résultat d'image et de performance et de chiffre d'affaires. Et vous occupez ce poste-là depuis combien de temps ? Ça fait 1 an et demi que j'occupe ce poste-là chez Chloé, et je l'occupais avant dans d'autres maisons. C'est un secteur que vous connaissez bien, la mode, le luxe, les cosmétiques. J'ai fait toute ma carrière. Moi, j'ai commencé dans le luxe, c'est un univers qui m'intéressait depuis tout le temps, en fait. Donc, j'ai commencé à la sortie de l'école directement dans une grande maison, et j'ai eu la chance de progresser. Et aujourd'hui, c'est la 3e maison dans laquelle j'évolue, et c'est toujours des expériences très intéressantes. Au cours de votre carrière, est-ce que vous avez rencontré des personnes qu'on peut qualifier de rôle modèles, des personnes qui vous ont inspiré par leur façon d'être, par leur façon de faire ? J'ai été inspirée, oui, mais je ne sais pas si on peut parler de rôle modèle. C'est-à-dire que je me suis jamais dit super, voilà, c'est ça que je veux devenir. Il y a des gens qui m'ont inspirée dans plein de choses, des éléments de leur personnalité, à droite, à gauche, dont je me suis inspirée pour mon parcours. Mais en fait, je m'inspire de plein de choses. Je vais vous dire un truc. La dernière personne qui m'a inspirée, c'est une blogueuse de 22 ans. Une petite blogueuse de mode, à 22 ans, qui vient d'écrire un livre sur le développement personnel, Léna Situation. Et j'ai trouvé ça épatant. Et voilà. Donc, je m'inspire des gens qui entreprennent, des gens qui vivent, des gens pour différentes raisons qui ce jour-là vont m'inspirer. Et c'est ça qui me nourrit, plus qu'une personne ou 2-3 personnes emblématiques. Donc vous avez jamais été voir quelqu'un en disant tu m'impressionnes, tu m'inspires, j'aimerais savoir comment tu fais. D'accord. Non, jamais. D'accord. Donc vous avez vous-même analysé. Exactement. Ce que vous voyez, vous avez pioché, vous avez. Exactement. Moi, je suis quelqu'un qui analyse, qui regarde, qui se renseigne, mais j'ai jamais eu jusqu'à présent l'envie. Alors j'en ai quelques-uns qui m'inspirent, mais qui sont aux États-Unis, donc peut-être qu'un jour j'oserai leur écrire et voir s'ils répondent. Mais c'est vrai que j'ai jamais fait cette démarche-là encore. Ok. Au quotidien, qui sont vos alliés professionnels ? Alors mon allié, mon meilleur allié, c'est mon mari. Sans mon mari, j'aurais pas la carrière que j'ai aujourd'hui, parce que on est parti à l'étranger. J'ai toujours eu des métiers en plus très intenses en termes de charge de travail. Donc sans mon mari, très concrètement, j'aurais pas pu avancer. Et c'est aussi lui qui me matériellement, je veux dire d'un point de vue temps, mais aussi d'un point de vue soutien, aide, encouragement. C'est vraiment mon meilleur allié. Après, dans le monde professionnel, j'ai eu quelques personnes qui m'ont donné cette chance de passer une étape, et ça d'ailleurs je les remercie beaucoup. C'est des personnes qui effectivement étaient importantes à ce moment-là, mais c'est pas forcément des personnes qui continuent à me soutenir, mais c'est des personnes qui à ce moment-là ont cru en moi et qui m'ont aidé à avancer. Quand vous dites que votre mari est votre meilleur allié et que vous avez été à l'étranger, c'est parce que vos mutations à vous ont emmené à l'étranger, ou parce que lui était muté à l'étranger et ça vous a permis d'avoir un poste à l'étranger ? Non, ce sont mes mutations qui ont déplacé la famille. J'ai eu l'opportunité, dans le cadre de ma première entreprise, je travaillais pour Louis Vuitton à l'époque, et on a eu la possibilité de partir au Japon. Donc mon mari m'a suivi. Que maintenant c'est peut-être un peu plus acceptable pour les hommes de maintenant, mais il y a 15 ans c'était pas du tout acceptable, enfin pas du tout commun. Donc mon mari m'a suivi, et ensuite dans ma deuxième expérience, à l'époque j'étais chez Saint-Laurent, mon mari m'a suivi à Singapour. Donc à nouveau il a démissionné pour qu'on puisse partir à Singapour pour ma mutation. Il a un travail qui lui permet
de partir et de retrouver à l'étranger, ou il s'est dit vraiment, j'ai envie que ma femme soit épanouie, soit performante, et ça, c'est notre équilibre de couple? Alors un peu les deux, c'est-à-dire qu'il a un métier qui lui permet effectivement de retrouver localement, ou en tout cas d'espérer retrouver, parce que évidemment ça n'est jamais garanti. Et surtout, il avait cette envie, comme moi, on partage cette envie de découvrir, de vivre d'autres expériences, surtout en famille. Et c'est vrai que c'est extraordinaire comme expérience à vivre. Et donc, il y a vu l'opportunité, grâce à moi et à cette carrière, de vivre ça en famille. Et donc, il s'est dit que ça valait le coup. Et d'ailleurs, il se le dit toujours, même rétrospectivement. Donc, c'est très positif. Est-ce que vous vous souvenez de cette première possibilité de mutation? Vous vous êtes dit, est-ce que c'est à moi de prendre le lead sur où on va dans le monde, ou est-ce que... Parce que les femmes, souvent, se le refusent. Alors, la première mutation, je l'ai voulu avant d'avoir rencontré mon mari. J'ai étudié le japonais quand j'étais en école de commerce, parce que j'adore les langues étrangères, et que je m'étais dit, quitte à avoir des cours, autant apprendre une langue que je vais pas apprendre moi-même. Donc si c'est pour apprendre l'italien, ça m'intéressait pas. Et le Japon m'avait toujours fascinée par l'élégance de la culture et le raffinement de son histoire et de son art. Et donc quand j'ai étudié le japonais, c'est là que j'ai découvert la puissance commerciale du luxe. J'avais fait un stage. Donc en rentrant, j'avais postulé chez Louis Vuitton de façon assez naturelle, en me disant, si je veux un jour pouvoir repartir au Japon, c'est là qu'il faut que je rentre. Et j'ai eu la chance de pouvoir rentrer. Et donc tous les ans, c'était une discussion avec la maison. Tous les ans, je disais, bon alors, quand est-ce que j'y vais? Je prenais mes cours de japonais, je m'entraînais, je travaillais. Et au moment où on m'a proposé de partir, eh bien, je venais décider de me fiancer avec mon fiancé. Et donc, vous imaginez sa tête quand je lui ai dit, bon alors, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. On m'a proposé d'aller vivre au Japon. Gloops. Donc voilà. Et ça a pas été facile pour autant, parce qu'évidemment, encore une fois, il a fallu qu'il l'accepte et qu'il fasse ce cheminement, qui était pas un cheminement commun. C'était vraiment, pour le coup, moi-même dans mon coin qui voulait faire ça. Et je pense que c'est une de ses grandes qualités, c'est d'avoir ce courage de dire, bon allez, pourquoi pas. Et il m'a suivi. Et la deuxième fois, en fait, on s'était promis que ça serait lui qui serait le moteur. On s'était dit, bon, la deuxième expatriation, on alterne, c'est moi qui démissionnerai et c'est lui qui prendrait le lead. Ça s'est pas trouvé comme ça, et donc un jour on a discuté, il m'a dit, écoute, tant pis, finalement, si c'est toi qui peux nous refaire partir, on a envie de partir, c'est pas grave, vas-y, pousse la porte et on y va. Et donc c'est pour ça que c'est moi à nouveau qui a été motrice. Mais c'est un vrai projet de famille, ouais. D'accord. J'entends aussi dans ce que vous avez dit que dans votre première expérience, vous vouliez partir au Japon et que vous le demandiez régulièrement. Est-ce que ça vous pensez que ça a été essentiel dans votre parcours d'être capable de formuler, de demander, parce que on a souvent tendance à avoir des personnes qui se disent, oh là là, mais si je dis que je veux bouger, on va me bouger pas forcément là où je veux aller. Donc on préfère se taire, on préfère rester discrète. Moi j'ai vu trop de gens attendre de peur que. Moi je suis contre ça. Je pense que si une entreprise n'est pas capable de comprendre qu'on peut émettre des souhaits, bon, à ce moment-là, c'est peut-être pas la bonne entreprise. Je pense que c'est important d'exprimer ses envies. Et c'est important aussi d'entendre que, pas parce qu'on exprime une envie maintenant que forcément elle va se réaliser et que ça peut s'inscrire dans un plan et qu'il faut y travailler et qu'il faut se préparer. Je pense que trop de gens aussi pensent que, peut-être les jeunes générations, que parce que je l'ai demandé maintenant, j'ai le droit à une promotion ou j'ai le droit à une expatriation, etc. Donc il faut aussi attendre que ça soit le bon moment et il faut s'y préparer. Mais bien sûr, c'est important de le demander, de l'exprimer et puis de pousser la porte un petit peu. Si on n'a pas confiance en nous-mêmes, on peut pas s'attendre à ce que les autres aient confiance. On n'a pas retracé tout votre parcours professionnel, on en a parlé, on a parlé quelques étapes. Est-ce que vous pourriez me parler de la réussite professionnelle dont vous êtes la plus fière? Alors c'est sans conteste mon expérience à Singapour. Donc quand je suis arrivée à Singapour, j'ai été envoyée à Singapour pour développer la région Asie du Sud-Est, donc basée à Singapour. À l'époque, on avait 2 boutiques à Singapour. Et mon rôle a été de développer la région. Donc on a ouvert des boutiques en Thaïlande, en Malaisie, en Australie. Et quand je suis partie, on allait ouvrir des boutiques en Nouvelle-Zélande. Et ma réussite la plus importante, au-delà du déploiement du réseau, c'est l'équipe que j'ai construite. Et j'ai laissé derrière moi une équipe soudée, motivée, vraiment excellente,
pas forcément excellente individuellement. Ça serait illusoire de penser que chaque personne est excellente, mais vraiment une cohésion d'équipe et une vraie volonté de travailler ensemble vers l'excellence. Et ça, j'en suis extrêmement fière. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous avez recruté ces personnes? Qu'est-ce que vous aviez mis en place? Alors j'ai fait beaucoup d'erreurs déjà. Je pense qu'il faut apprendre. De toute façon, le management, c'est quelque chose où il faut accepter de faire des erreurs pour avancer, mais il faut se remettre en question. Ce qui a été clé, je pense, c'est ma capacité à mettre l'humain au centre de ce que je fais. À ne pas essayer d'être uniquement derrière une performance et derrière une recherche de précision à tout prix et d'être derrière des KPI. Donc dans le business, on est très KPI, objectif, etc. Mais plus de me mettre moi-même tel que je suis, authentique, à remonter mes manches avec eux. On était dans une entreprise où il fallait se développer, accepter de faire des erreurs, mais se réinventer en permanence. Et je pense que cette authenticité-là a été clé pour entraîner l'adhésion des équipes et que chacun se sente vraiment partie prenante de ce succès. Et ce qui est très exaltant, parce que plus on est partie prenante, plus on a envie d'attirer des gens. Et donc naturellement, les gens ont recommandé des gens qu'ils connaissaient. Et voilà, et l'émulation s'est faite comme ça. Vous êtes resté combien de temps à Singapour? 6 ans. Et l'équipe finale que vous avez quittée, elle fonctionnait bien depuis combien de temps avant votre départ? En fait, ma question, c'est est-ce que vous étiez essentiel dans le rôle de l'équipe? Alors c'était ma véritable question, c'est-à-dire est-ce que je suis allée jusqu'au bout de l'expérience et est-ce que au moment où je vais me retirer, le château de cartes va s'écrouler? Alors la réponse c'est que non, le château de cartes c'est pas écroulé et c'est ça aussi qui fait que j'en suis fière. Je pense que ça faisait à peu près un peu plus d'1 an que je l'ai préparé vraiment à ça. Que je commençais à me retirer des réunions, à me retirer des meetings, à les laisser vraiment prendre le lead et vraiment plus à les coacher qu'à les diriger. Et c'est ce qui fait que, d'ailleurs, pendant 1 an, ils m'ont pas remplacée parce que ils trouvaient pas la bonne personne et l'équipe a extrêmement bien continué après. Je pense que c'est important, effectivement, de pas s'illusionner à penser qu'on est indispensable. Le rôle d'un leader, c'est de justement faire en sorte que on peut être remplacé. C'est ça, à ça qu'on voit un manager, un bon manager. Je pense que les gens s'en trompent souvent. Les gens pensent que en se montrant indispensable, ils justifient leur position, alors qu'en fait, c'est complètement l'inverse. Arrivé dans une nouvelle région, à un nouveau poste, qu'est-ce que vous avez dû mettre en place pour rester opérationnel, devenir opérationnel? Voilà. Est-ce que vous êtes intéressé à des réseaux? Est-ce que vous êtes appuyé sur vos pairs dans d'autres maisons du groupe, etc.? Alors, oui et non. Déjà, je me suis appuyée beaucoup sur mon équipe. Ça, c'est très important. Moi, j'ai une équipe qui est déjà établie, qui connaît les marchés. Donc, je pense que la première chose à faire, c'est de reconnaître la compétence des gens qu'on a avec soi. Donc, ça, c'est le premier travail. C'est vraiment d'essayer de comprendre, de puiser l'information là où elle était en interne. Et évidemment après de regarder effectivement chez des pairs de l'industrie par mon réseau précédent, recommencer à faire un réseau. Bon, je vous cacherai pas que faire un réseau en plein Covid, c'est pas évident parce que j'ai donc rejoint la maison juste avant la crise du Covid. Donc ça n'a pas été le plus facile et je suis pas encore c'est encore quelque chose là, sur lequel il faut que je travaille pour refaire mon réseau vraiment complet ici en Europe. Mais oui, c'est important aussi de se tourner vers le réseau pour récupérer des informations et être sûr de savoir ce qui se passe dans l'industrie et vers les partenaires. Vous avez travaillé dans plusieurs pays et ça m'intéresserait de savoir comment les femmes qui travaillent sont considérées, sont positionnées, quels sont les avantages et les difficultés qu'elles rencontrent dans différents pays que vous avez constatés. Alors j'ai commencé au Japon. Au moment où Amélie Nothomb sortait son livre Stupeur et tremblement. Donc vous voyez un peu le contexte. Donc forcément une femme européenne au Japon, je peux pas dire que je me sentais pas un peu un outsider. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a peu de femmes,
il y a de plus en plus de femmes qui travaillent au Japon, mais c'est encore assez faible. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que ça m'a permis de changer mon regard sur ça. Au début, j'étais très allez-y les filles, il faut avancer, dites que vous voulez travailler, sortez-vous de cette société qui vous empêche de travailler. Ce qui était intéressant, c'est que c'était beaucoup plus complexe que ça, puisque j'avais beaucoup de collègues qui ne voulaient pas travailler après être mariés. Elles voyaient ça comme un avantage de ne pas travailler et d'être à la maison et de profiter de l'argent de leur mari. Et donc ça a complètement changé mon regard en me disant, bon, finalement, qui suis-je pour juger d'une culture extérieure? Qui suis-je pour calquer mes propres désirs d'européenne sur une autre société? Et je pense que voilà, c'est aussi quelque chose une question qu'il faut se poser. C'est-à-dire qu'on peut pas, voilà, il faut apprendre l'humilité et se tourner vers et comprendre chaque culture telle qu'elle est. Donc ça, le Japon, cas très particulier. En Asie du Sud-Est, alors chaque pays est très différent parce qu'entre Singapour, la Thaïlande, la Malaisie, l'Australie, vous avez vraiment des pays très 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 différents. J'ai pas senti, je réfléchis en même temps, c'est pour ça que j'hésite, mais je n'ai pas senti de vrai blocage particulier. Alors c'est vrai que vous allez, comme dans beaucoup de pays finalement, la position de la femme. Et en Asie, ce rôle de la femme un peu serviable, mais c'est beaucoup moins fort en Asie du Sud-Est qu'au Japon, par exemple. Et chose très intéressante, c'est la Thaïlande. La Thaïlande, c'est un pays que je trouve admirable. 80% des patrons avec qui je traitais, donc les propriétaires de malls qui étaient donc nos partenaires, étaient des femmes. C'est un pays où la femme a un vrai pouvoir, est vraiment reconnue. C'est un pays où évidemment les genres sont assez fluides, on va dire, la Thaïlande. Et c'est vrai que les femmes ont un vrai poids et sont reconnues comme telles. Et c'est assez intéressant ça. Et en France, est-ce que vous avez le souvenir d'avoir rencontré des situations où vous vous êtes dit, ah bah ça m'arrive parce que je suis une femme, alors pour le bien, parce que, je sais pas, on dit que les femmes peuvent être plus empathiques ou peuvent être je sais pas, bonne en égo, des choses comme ça, ou est-ce que vous êtes dit là, c'est un obstacle qu'on met sur ma route parce que je suis une femme? Ça m'est arrivé plusieurs fois. La première fois que ça m'est arrivé, je n'ai pas réalisé que c'était parce que j'étais une femme, à vrai dire, mais je l'ai réalisé après. Première fois que ça m'est arrivé, c'est quand j'étais, ça faisait, je dirais 6-7 ans que je travaillais, même pas, 5-6 ans, et on était deux dans l'équipe, mon collègue et moi, et moi j'étais consciencieuse, bosseuse, où je voulais tout faire parfaitement et je rendais les trucs en temps, même s'il fallait, je faisais des nocturnes. Et j'avais un collègue qui faisait la moitié de ce que je faisais et qui criait au loup dès qu'on lui rajoutait un travail. À tel point qu'un jour, mon chef est venu me voir et m'a dit, dis donc, est-ce que tu pourrais aider ton collègue parce que lui, il est sous l'eau. Et là, j'ai réalisé que il y avait une petite injustice sur cette terre et que être une bonne élève consciencieuse, c'était pas forcément valorisé et que c'était celui qui parlait le plus qui était le plus entendu. Et j'ai réalisé après que ça n'était pas que moi. Au début, j'ai cru que c'était parce que c'était moi, Sophie, et j'ai réalisé que c'était un trait commun à beaucoup de femmes. Donc ça, c'était ma première expérience. Et après, encore une fois, c'est rétrospectivement, ou en tout cas, pendant toute une partie de ma carrière, j'ai pas réalisé. Je travaille dans le luxe, il y a quand même beaucoup de femmes, donc on se rend pas forcément compte au début, et puis j'ai réalisé ça plus effectivement au moment où j'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé qu'il y avait quand même beaucoup d'hommes autour de moi et beaucoup plus d'hommes qu'avant, et où j'avais le sentiment effectivement d'être un peu moins bien comprise, d'être un peu moins bien épaulée, et de devoir me battre un peu plus. Je pense que alors c'est beaucoup de petites choses, on m'a jamais vraiment dit voilà si ça, mais effectivement il y a des moments où je pense que, enfin mon sentiment profond c'est que si j'avais été un homme, effectivement les portes auraient été plus faciles à ouvrir, que ça soit sur des discussions pour faire entendre son opinion, que ça soit sur effectivement des promotions, des opportunités, voilà, des petites choses un peu diffuses où tout d'un coup je me suis dit tiens, ça y est, là le plafond de verre, jusqu'à présent je le sentais pas, et là, il se trouve que c'est plus compliqué. Vous dites que dans certains cas on ne vous comprend pas, parce que vous êtes une femme, ça veut dire quoi? Je pense que
dans beaucoup de contextes où je me suis trouvée face à des hommes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, au début de ma carrière, j'ai évolué dans un monde de femmes parce que j'étais en développement produit, marketing produit, des rôles où il y a beaucoup de femmes. Quand je suis passée à Singapour, je suis passée du côté commercial de la force, où là, il y a beaucoup d'hommes. Et je me suis retrouvée avec des hommes machistes, des hommes forts, qui mettaient du poing sur la table, qui estimaient, qui étaient même fiers de dire que leur négo, ils l'avaient eu en faisant comprendre, avec moult insultes et non péjoratifs, que les autres avaient tort. Et c'était vraiment une de leurs fiertés, cette agressivité, et moi, je me suis jamais retrouvée là-dedans, et je pense vraiment qu'il y a des moments où les gens ne comprenaient pas. Comment est-ce que je pouvais réussir à être efficace en étant, apparemment en tout cas, pas ferme et en étant gentille. Et je pense que c'est difficile à comprendre ça pour un homme qui ne connaît pas ces codes-là et qui n'en a pas forcément la maîtrise. Et c'est en ça que, oui, parfois je le sens bien, j'ai été complètement incomprise là-dessus. Très intéressant. Est-ce que du coup vous avez une conscience de la place des femmes dans l'entreprise? Est-ce que vous faites des choses pour aider les femmes, pour favoriser la diversité, la mixité au quotidien? Alors je prends de plus en plus conscience de l'importance d'aider les femmes en entreprise, évidemment, et dès que je peux aider, mentorer, coacher autour de moi, je le fais très très volontiers et c'est important pour moi. Mais je le fais aussi bien pour les hommes que pour les femmes, du reste. Mais je pense que c'est important de communiquer ces valeurs-là d'entraide et de soutien et ces valeurs peut-être un peu plus féminines, justement, d'empathie, d'écoute, de confiance. Donc ça, je le fais très volontiers, et c'est vrai que c'est une question que je me pose de plus en plus, et je me dis effectivement que maintenant que mes enfants sont un peu plus grands, mon dernier a 7 ans, bientôt 8, j'ai un peu plus de temps pour moi, et il est important, je pense que c'est de ma responsabilité aussi, effectivement, de commencer à être un peu plus vocale sur le sujet. Donc ça fait partie de mes projets. Est-ce qu'il y a des sujets que vous avez réalisés récemment? Est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y a des événements que vous avez réalisés récemment où vous vous dites, si je l'avais su plus tôt, ça m'aurait bien aidé dans ma carrière ou dans mon équilibre? Alors, il y a 2 choses. Une dont on parle beaucoup, mais qui est très importante, et la deuxième dont on parle pas assez. La première, c'est qu'il faut savoir être politique. On en parle beaucoup. Et moi, je l'ai toujours un peu mis de côté. Et je pense que c'est vraiment important. Je pense qu'il faut, c'est pour ça que je le répète, parce que il faut savoir être politique. Il faut savoir jouer de l'appareil politique quand on est dans une entreprise. On fait partie d'une entreprise, et donc il faut savoir jouer les jeux de l'entreprise, du corporate, et c'est très important. Et en fait, ce qui m'a fait faire un déclic, ce qui m'a provoqué ce déclic, c'est que j'ai assisté un jour à une conférence par un médiateur qui disait que pour combattre l'ennemi et pour renverser, on va dire, l'ennemi, il faut le mettre plus près de soi. Il faut rentrer en contact. Le judoka, pour renverser l'ennemi, se colle contre lui et va utiliser sa force pour renverser. Et je pense que il en va de ça dans le politique, c'est-à-dire qu'il faut quand même que les gens nous connaissent. Il faut aller vers les gens. Alors c'est pas nos ennemis, mais ça peut le devenir dans certains cas. Et plus on va être près d'eux, plus ils vont nous comprendre, moins ils vont avoir cette capacité à justement nous mettre des freins, peut-être malgré eux, et plus en tout cas ils auront l'aptitude de comprendre vraiment qui on est. Donc je pense que se mettre au politique et se faire connaître et jouer de ça, c'est très important. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, où là pour le coup, on me l'avait pas dit, et je pense qu'on n'en parle pas assez, c'est le fait que le plafond de verre, ou en tout cas les freins qu'on peut avoir dans notre carrière, ne viennent pas que des hommes. Il y a beaucoup de femmes qui mettent des freins aux femmes dans leur développement. Soit consciemment, soit inconsciemment, mais parce que je pense qu'il y a des femmes qui déjà aiment bien être arrivées là où elles sont, et que du coup, elles n'ont pas envie de partager cette place des happy few au milieu des hommes. C'est pas désagréable, on se sent pas mal au milieu des hommes. Oui, ok, c'est plus compliqué, mais on se sent pas mal. Je pense qu'il y a des femmes qui n'ont pas du tout envie de partager ça. Et aussi parce qu'il y a des femmes qui ont fait le choix soit de prendre les codes des hommes, c'est-à-dire qu'elles sont devenues des femmes très dures, elles ont pris les codes des hommes, je dis pas que tous les hommes sont durs, mais vous voyez ce que je veux dire, et donc elles ont elles-mêmes du mal à évaluer les femmes de façon neutre,
ou alors parce que c'est des femmes qui ont fait le choix de la séduction pour rentrer dans ce monde d'hommes et qui du coup, encore une fois, n'ont pas forcément envie d'avoir quelqu'un qui va rentrer dans leur cercle. Et moi, rétrospectivement, je me rends compte que j'ai pas mal de femmes qui m'ont mis des bâtons dans les roues. Et ça, c'est quelque chose dont on parle pas assez, je trouve. Quand vous dites vous rapprocher des autres pour la politique, je me suis dit, en fait, aller au contact, c'est aussi risqué de se faire renverser. Bien sûr. Donc il y a ce risque politique aussi de se dire je prends ce risque, donc il y a une forme d'audace à avoir, c'est ça, de sortir un peu de sa zone de confort. C'est sûr, je pense que si on n'ose pas, on n'a rien. Et je pense que quand on est une femme, encore plus. Si on ne sort pas de sa zone de confort, si on n'avance pas et si on ne s'autorise pas à le faire, on pourra pas aller bien loin. Est-ce que vous avez d'autres conseils à donner à des jeunes femmes qui rentrent sur le marché du travail aujourd'hui pour que leur carrière soit peut-être un peu plus facile grâce à vous? Alors le premier conseil, c'est évidemment d'oser. Ça, c'est indispensable. Poussez les portes, il y a rien à craindre. Et regardez vos collègues. Regardez les collègues hommes. Regardez ceux où vous dites, tiens, pourquoi lui, il a avancé? Et vous verrez que les 3/4 du temps, c'est parce qu'ils ont posé la question, ils ont osé le dire, ils ont osé lever la main, ils ont osé avancer, donc allez-y, au pire, on vous dit non, et c'est pas très grave, on s'en remet. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le fait d'être un peu égoïste de son temps. Je pense que, comme beaucoup de femmes, on a souvent tendance à vouloir être, encore une fois, la bonne élève, l'élève scrupuleuse, qui va aider tout le monde, qui dit toujours oui à tout, on est là tout le temps, pas de problème, mais oui, pas de problème, remets le dossier sur ma table, je le ferai après les miens, c'est pas un souci. Et je pense que, alors, c'est à la fois très positif, parce que c'est précieux dans une entreprise et c'est aussi ce qui fait la valeur. Et moi, je sais que c'est aussi ce qu'on reconnaît aussi en moi, c'est ma capacité à toujours aider, à être là, et c'est quelque chose que mes équipes apprécient en moi. Donc c'est évidemment très important. En revanche, il faut toujours se poser la question de savoir jusqu'à quel point est-ce qu'il faut que je me perde moi dans la volonté d'aider les autres. Et il faut apprendre à être un peu plus égoïste et se dire voilà, je fais jusqu'à là. Et après, c'est mon temps à moi. Parce qu'en vrai, il faut aussi être assez lucide. L'entreprise ne valorisera pas l'intégralité du travail que vous mettez. Et donc, il faut savoir aussi ne pas se perdre là-dedans. Donc, soyez un peu plus égoïste. Et peut-être derrière, apprenez à ne pas vouloir être parfaite. C'est pas grave si c'est pas fait à 100%. 90, 95. Et ça, c'est valable dans le milieu personnel aussi. C'est pas grave si vous n'êtes pas la meilleure des mamans et si un jour voilà, vous avez pas fait le gâteau que vous prévoyez de faire à 4 heures de l'après-midi, voilà. Oui, il faut respecter ses promesses à ses enfants, c'est important, mais vos promesses un peu folles envers vous-même, bon, c'est pas grave. Ça, je pense que c'est important. Un sujet dont on parle rarement quand on arrive à des postes comme les vôtres. Comment est-ce qu'on gère sa hiérarchie? Comment est-ce qu'on interagit avec son boss, ou sa boss d'ailleurs? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'on doit être plus autonome et indépendant? Est-ce qu'on attend ça de nous? Ou est-ce que finalement, au contraire, comme on est dans une équipe resserrée, on a plus d'interaction? C'est une bonne question. Je suis pas sûre que ça soit différent. Je pense qu'à tout stade du développement de l'entreprise, ce qui est important, c'est d'être autonome, c'est de prendre, et en tout cas si on veut grandir, si on veut pas grandir, évidemment pas d'autonomie, mais si on veut être reconnu comme quelqu'un qui a du potentiel et qui veut grandir, il faut évidemment chercher l'autonomie. Mais l'autonomie veut pas dire l'anarchie, c'est-à-dire que on n'est pas en dictature, on est autonome sur son périmètre, mais évidemment qu'il faut rendre compte et informer, ne serait-ce que pour communiquer soi-même sur ce qu'on fait, c'est important. Donc je pense que être autonome, c'est très important, mais il y a toujours un élément de rassurance. Il faut rassurer notre chef au-dessus qu'on est en maîtrise de notre sujet, qu'on est autonome et qu'on a pris les bonnes décisions. Donc il faut savoir dire juste le bon niveau d'information pour montrer que on a compris la vision, qu'on est en action, et surtout il faut savoir aussi lever la main quand on a un problème et dire bon là j'ai besoin de ton aide. Et ça il faut pas hésiter. Et je pense que c'est à tout stade,
évidemment, plus on monte, plus on attend nous qu'on soit autonome. On va pas commencer à poser des questions à la moindre seconde, sinon notre légitimité va être remise en question. Donc il est attendu un peu plus d'autonomie, mais je pense que ça procède des mêmes phénomènes en fait. Une question qui est probablement uniquement valable sur le luxe, mais encore quoique, je sais pas. Est-ce que changer de maison, changer du coup de produit, dans le luxe on porte beaucoup les produits, l'image est très importante. Est-ce que c'est si facile que ça? Alors je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'en fait moi j'ai toujours fait le choix justement d'aller dans des maisons dans lesquelles je pouvais me projeter. Pour moi c'était très important, et ça l'est pour beaucoup de maisons, de pouvoir incarner la maison. C'est-à-dire que si je ne suis pas capable de parler avec passion, et ça c'est aussi un élément important à vrai dire pour revenir à votre question de tout à l'heure, il faut faire quelque chose qui nous passionne. Si on veut être reconnu comme quelqu'un de bon, si on veut progresser, trouvez ce qui vous passionne. Ça ne sert à rien d'espérer d'être excellent dans quelque chose qui nous embête. Moi, je fais ce métier parce que ça me passionne, et je me passionne pour ces maisons aussi parce que je m'y sens bien et parce que je peux les incarner effectivement. Cette femme, ça me parle, ou la beauté du produit, et c'est très important ça. Et particulièrement dans une maison où on travaille sur le rêve, il faut savoir transmettre ça. Donc c'est évidemment très important. Donc pour moi, c'était très important de faire ça. Après, ce qui est très intéressant, c'est que dans les maisons de luxe, au bout de quelques semaines après notre arrivée dans une maison, on se rend compte qu'en fait on est naturellement transformé. Moi je ne m'habillais pas pareil il y a 3 ans et il y a 20 ans, non pas parce que oui j'ai grandi, j'ai mûri, j'ai eu des enfants, etc., mon style a changé, mais aussi parce que j'ai travaillé pour différentes maisons. Et quand on travaille dans la mode, c'est naturel, on rentre dans un univers, on a envie d'appartenir au groupe, hein, évidemment, mais aussi parce que ça nous fait envie. Enfin voilà, c'est beau, et donc on a envie d'être cette femme, cet homme dans cet univers-là. Donc il y a à la fois il faut que ça nous intéresse en amont, et puis naturellement on va être pris dans cette spirale qui fait qu'on s'adapte, et effectivement on change en fonction de la maison dans laquelle on travaille. Intéressant. Comment est-ce que vous gardez l'endurance du travail? Comment est-ce que vous arrivez à vous ressourcer? Est-ce que vous arrivez à couper de temps en temps? Alors moi j'ai cette capacité à complètement couper, c'est-à-dire que quand je switch off, je switch off complètement. Alors moi j'ai mes routines, ça fait des années que j'ai des routines du matin. Je me lève tôt, je prends du temps pour moi, ce qui me permet d'avoir le sentiment que ma journée ne m'échappe pas. Et ça pour moi c'est très important. Et je me ressource avec ma famille, mes amis. Moi je pense que c'est important effectivement de savoir que, et c'est peut-être en grandissant que j'en suis aperçue qu'encore une fois, moi je ne suis pas auto-entrepreneuse. La maison ne va pas s'arrêter de vivre parce que je suis pas connectée pendant 2 jours, et il faut aussi s'autoriser à ne pas être connecté à 100%, s'autoriser ces moments-là. Je pense que si on n'est pas calme et frais dans son esprit, on peut pas être un bon manager. Donc c'est important aussi, mais se forcer, on devrait être forcé même de déconnecter. Est-ce qu'on arrive vers la fin de notre entretien? Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, que vous auriez aimé aborder? Non, je pense que un des éléments, peut-être pour renforcer quelque chose que j'ai dit, c'est vraiment, je pense, le fait de s'autoriser à être soi-même, à essayer de ne pas rentrer dans des codes qui sont pas les nôtres. Il y a plein de façons d'être un manager, il y a plein de façons de progresser, et on peut avoir tendance à copier les gens qui nous entourent parce que voilà, on a envie de progresser, donc on copie. Et je pense que évidemment un peu de copie est nécessaire pour pas être complètement l'outsider, et en même temps savoir trouver ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait sens pour nous permet de révéler notre vrai potentiel, et je pense que ça c'est très important. Donc trouvez qui vous êtes et vous avancerez encore mieux. Votre prochain défi professionnel, est-ce que vous le connaissez déjà? Non, pas encore. Il se passe énormément de choses dans la maison aujourd'hui.
On a une nouvelle directrice artistique. On a plein de très très beaux projets pour remettre justement la femme et l'égalité au cœur de notre projet et de la société. Donc il y a des belles choses en perspective. Donc déjà j'ai beaucoup de choses à faire. Parfait, à suivre. Merci beaucoup Sophie. Merci Perrine. J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer pour vous. Abonnez-vous au podcast Le Son de Victoire sur votre plateforme d'écoute habituelle. Vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes et retrouvez Le Son de Victoire sur le compte Instagram du même nom. Le Son de Victoire est proposé par Human Learning Expedition, ou HLX, qui a également produit Talents Précieux, le podcast de la réussitologie. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx, humanlx.com ou suivez-nous sur LinkedIn. N'oubliez pas de vous rendre sur le site leçondevictoire.com pour découvrir notre offre de modules d'auto-coaching audio guidé adaptés aux situations concrètes que les femmes sont amenées à rencontrer dans leur vie professionnelle, que ce soit pour vous ou pour vos amis, vos collègues ou les femmes de votre équipe. Si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute et d'en parler autour de vous. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Je compte sur vous. Merci pour votre écoute et à bientôt.